Alors, pourquoi parler de bootcamp? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me posent souvent des questions. Ça vaut quoi un bootcamp? Est-ce que je peux trouver un taf et devenir un ou une vraie développeur-développeuse après un bootcamp? Et je me suis dit que fallait mettre au point quelques détails, et notamment plutôt que vous dire exactement ce que vont faire les bootcamps, plutôt vous dire ce qu'ils ont peut-être oublié de faire. Et oui, c'est zozo.exe, je suis un programme dans la matrice. Voilà. Alors, bien entendu, quand je vais vous parler de ce que les bootcamps ne vous ont pas appris, je vais pas couvrir la quantité de sujets qu'ils n'ont pas le temps de couvrir. Par exemple, les fonctionnalités de GitHub ou certains design patterns ou certains outils. Je vais plutôt vous parler d'une façon de réfléchir, de certains réflexes que j'ai pu observer chez pas mal de gens qui sortaient de bootcamp. Et pour vous donner un petit peu de contexte, je vais me présenter. Donc, comme l'a dit Graven, moi c'est Zoé. Mon pseudo c'est Don de Ski. Vous me trouverez sur Twitch ou sur Twitter sous ce pseudo. Je suis développeuse full stack Ruby on Rails et React depuis 4 ans. Et je suis moi-même passée par un bootcamp pour me reconvertir dans le développement. J'y donne des cours de temps en temps. Et à côté de ça, je mentore des femmes qui sont passées par des bootcamps, alors soit dans mon ancien travail, soit sur la chaîne Twitch où je fais du live mentoring. Donc, j'ai un peu l'habitude de parler avec les gens de ce parcours. Alors, à qui ça s'adresse? Bien entendu, aux personnes qui viennent de faire un bootcamp, qui se retrouvent sur le marché du travail ou dans leur premier boulot et qui sont peut-être un peu en galère. Ça s'adresse aussi aux personnes qui recrutent ou qui encadrent ces personnes, parce que c'est des profils très juniors, et puis bien sûr à toutes les personnes qui hésitent à s'inscrire et qui se posent des questions sur ce que ça vaut. Alors, premier disclaimer, je prétends pas avoir de vérité universelle. Ce que je vais dire ne s'applique pas à 100% des personnes qui ont fait un bootcamp. Chaque personne est la somme de ses expériences passées. On vient tous avec notre vécu, parfois une carrière avant, donc on a des profils très différents. Cependant, j'ai quand même pu observer les mêmes façons de fonctionner chez beaucoup de personnes qui avaient fait un bootcamp. Je l'ai vécu, je l'ai eu chez les personnes que j'ai mentorées, j'en ai parlé avec d'autres développeurs, donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait dans la façon d'apprendre en bootcamp qu'on chope certains mauvais réflexes? Et surtout, ces mauvais réflexes, en quoi ils sont gênants, en quoi on peut nous les reprocher quand on arrive sur le marché du travail, quand on veut être ce qu'on appelle software engineer, donc on va dire développeur ou développeuse dans le monde professionnel. Alors, pour recadrer un petit peu, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qui se passe en bootcamp. Bootcamp, c'est une formation qui dure quelques mois. Il y en a qui sont en 2 mois, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 1 an. On est plutôt en général sur quelques mois. C'est des formations assez intensives et qui visent souvent les personnes en reconversion. Si les bootcamps fonctionnent bien, et il faut leur reconnaître un truc, ces bootcamps, c'est qu'ils font très bien ce pourquoi ils ont été conçus. Ils ont été conçus pour vous apprendre en quelques temps à faire un site simple, c'est important, simple, avec des outils qui sont vraiment utilisés par les devs. Ça permet aussi de découvrir le monde du développement. C'est intéressant pour les personnes qui veulent faire du produit et qui ont besoin d'acquérir des compétences pour un peu comprendre les problématiques des personnes avec qui ils vont travailler. Et un autre point, et qui est souvent le point de lancement des bootcamps, ça va être de permettre à des entrepreneurs de créer une première version de leur idée pour tester, donc ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, pour leur permettre de tester une idée pour lancer une startup et après être capable d'embaucher des développeurs. Mais pour faire ça, pour faire ces 3 points en si peu de temps, en fait, on va nous donner des outils assez limités. On aura 2-3 outils qui vont nous permettre de faire un site assez simple. On fera quelques copier-coller, paf, ça fonctionne. On a l'impression d'être les rois du pétrole. On a fait un vrai site qui est sur le vrai Internet. Donc, c'est un moment super sympa. Mais la réalité, c'est que en sortant de bootcamp, c'est comme faire du vélo avec les petits trous sur un parcours tout tracé.
On a l'impression qu'on sait faire des choses, mais en fait, on a des outils et des connaissances qui fonctionnent dans les cas très précis, quand c'est fait pour. Et voilà, en sortant de bootcamp, on a appris à faire très bien ce qu'on a appris précisément à faire. On n'a pas appris à devenir software engineer, on n'a pas appris à devenir des vrais développeurs et développeuses. Et malheureusement, heureusement, en fait, en sortant d'un bootcamp, en général, les gens ils sont dans une espèce de rush du bootcamp parce que on a appris plein de choses, on savait pas coder, tout d'un coup, on peut faire un site. Voilà, on se sent super balèze et on se dit, bah en fait, c'est pas si compliqué, hein, il manque peut-être pas grand-chose pour que je puisse bosser dans une équipe sur une grosse code base, etc. Et bah, sauf que la réalité, c'est que malheureusement, si, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. En fait, il y a tellement de choses à apprendre que on peut pas se rendre compte de tout ce qui manque. Et c'est à cette étape que beaucoup de candidats de bootcamp se prennent un mur et galèrent dans le milieu professionnel. Donc, il faut voir que la réalité de ce qu'on fait en bootcamp est très différente de celle de notre métier. Comme je vous l'ai dit, en bootcamp, on apprend à prendre des copier-coller. C'est particulièrement vrai dans les bootcamps qui utilisent des langages comme Rails, qui utilisent la convention over configuration, c'est-à-dire utilise les conventions définies par un framework, on fera tout fonctionner pour toi. Donc, qui ne penche pas à comprendre pourquoi les choses fonctionnent. Et c'est un truc que j'ai vu pas mal de fois, que j'ai fait moi-même, et qui est souvent reproché, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des gens, on leur donne une feature à faire, ils vont prendre un autre bout du code ou un truc trouvé sur Stack Overflow, l'adapter, et bah parfois, pas de bol, ça marche pas, et être incapable de comprendre pourquoi ça marche pas. Nous, dans notre métier, on est beaucoup plus sur un métier d'innovation. On est rarement en train de coder des features existantes. Ça arrive. Si on est sur un début de projet, ça arrive. Mais on a un métier où, si on voit des choses qui sont automatisables, on les automatise. Donc, on est plutôt dans un métier où, idéalement, chaque jour, on a un problème qui n'a jamais été résolu. Idéalement, c'est très bien qu'au quotidien, on va avoir pas mal de choses à faire un peu plus répétitives. Et on est donc dans des bootcamps qui apprennent à utiliser et pas du tout à concevoir. Et c'est un truc dont on se rend pas compte au tout début, c'est que savoir coder un programme qui tourne, ce n'est pas du tout suffisant pour savoir bosser dans une équipe avec des professionnels. En fait, sortir d'un bootcamp, c'est un peu comme savoir lire la musique. Ça vous permet de jouer plein de morceaux en lisant une partition, mais ça vous a pas appris à composer une symphonie ou composer un morceau. Et notre métier, il est beaucoup plus de l'ordre de la composition. Alors, ce que je veux dire par là, quand je dis que le métier est différent, et c'est important pour comprendre quand on a fait un bootcamp à quel point il y a encore une différence à parcourir, c'est que donc on n'est pas des assembleurs. On doit certes dire à la machine ce qu'elle doit faire, ok, mais une autre partie de notre boulot, ça va être de communiquer ses intentions aux autres personnes qui vont lire le code, ça va être d'anticiper les futures évolutions. Il faut comprendre comment le bout de code qu'on va ajouter dans une codebase, il va participer à la maintenabilité de l'intégralité du code. Il faut comprendre quel impact il aura. Est-ce que ça va permettre des évolutions ou est-ce que c'est en train de créer du legacy? Une autre chose qu'on peut pas savoir dans un bootcamp, c'est qu'une vraie codebase, ça n'a rien à voir avec les projets qu'on a pu voir de quelques semaines. Et les gens sont souvent pas du tout préparés à se retrouver avec autant de lignes de code. Non seulement c'est beaucoup de lignes de code aussi, mais c'est aussi des années de réflexion, des années de personnes qui ont dû faire des compromis parce qu'il y avait des projets, qui avaient des deadlines, que peut-être ils n'avaient pas toutes les connaissances à ce moment-là. Et donc, en fait, il y a tout un contexte à comprendre qui n'est pas du tout une réalité du milieu dont on parle en bootcamp. Il faudra aussi connaître les standards de l'industrie, qui est quelque chose que les bootcamps ne font pas, qui sont tout ce qui est des concepts, des solutions hérités par des décennies de code, parce qu'on réinvente pas, même si c'est un métier d'innovation, on ne réinvente pas la roue tous les matins. On a un certain nombre de réflexions à notre disposition pour nous aider à attaquer des problèmes. C'est ce qu'on appelle les design patterns, généralement. Et il faut savoir piocher dedans pour trouver le bon outil, et ça nous permet aussi de communiquer avec les autres personnes qui vont utiliser notre code. Et donc, tout ça, c'est faire des compromis entre le code le plus robuste, le code le plus lisible, le code qui finalement va amener la feature en production parce que on travaille avec des contraintes. Et bien entendu, coder avec style, faire un code qui soit lisible, etc.
Et malheureusement, et c'est un truc qu'on n'aime pas trop dire, c'est que on peut pas prendre n'importe qui. La complexité de ce qu'on fait que on va plutôt que prendre quelqu'un en se disant ça va faire un peu de code et c'est mieux que rien, on va plutôt éviter, on va se dire mieux vaut pas de code que du mauvais code. Et c'est un peu ce qui justifie aujourd'hui le fait que c'est difficile de recruter des juniors et pourquoi les entreprises n'ont pas forcément envie de recruter des profils très juniors. Bon, là j'ai fait peut-être un tableau un peu sombre de la situation, mais il y a quand même des façons pour aller au-delà de sa formation de bootcamp. Et donc pour ça, ça va être principalement de changer son état d'esprit. Donc, je vous l'ai dit, au lieu de passer de « je fais des copier-coller », j'essaye d'adapter les trucs et je me démerde pour que ça fonctionne, il va falloir passer à « ok, maintenant, pourquoi les choses fonctionnent, comprendre ce que l'on manipule ». C'est la grosse différence avec les personnes qui ont fait des formations classiques, une formation d'ingénieur ou d'informatique, c'est qu'ils ont pris le temps, ou elles ont pris le temps de comprendre comment fonctionnait Internet, les réseaux, les ordinateurs, les bases de données, le cache, la mémoire, les navigateurs, des choses comme ça. Tout ça, un bootcamp le passe à la trappe parce que leur raisonnement, c'est pas nécessaire pour apprendre à faire un site. Ce qui est vrai, dans une certaine mesure, ça dépend du site. Pour faire un site simple, effectivement, on peut s'en passer. Mais en fait, pour progresser dans ce métier, il y a un moment donné où il faut s'y mettre. Et beaucoup de gens mettent un petit peu plus de temps que nécessaire à se dire « Ok, maintenant, je commence à comprendre comment fonctionnent les choses, que le code, c'est pas juste de la magie, que voilà, le hardware a ses contraintes, que quand je rentre une ligne de code, il se passe des choses, que la machine fait des choses. Donc, il va falloir comprendre ce qui se passe d'un point de vue hardware, d'un point de vue ordinateur. Il faut aussi comprendre l'humain, donc que dans les technos et les langages qu'on utilise, il y a des choix qui ont été faits, que ces choix sont éclairés par des décennies de développement et des contraintes du métier, des contraintes physiques, et qu'il va aussi peut-être falloir se plonger sur pourquoi le développement aujourd'hui, le web aujourd'hui, est fait de telle façon et pas d'une autre. Et surtout, va falloir s'accrocher. Parce que c'est pas facile. On a l'impression quand on commence la programmation que c'est génial, que c'est pas si sorcier, etc. Les bases de la programmation sont plutôt simples, elles sont super fun, mais notre métier est dur. Voilà. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on a de la valeur. Donc concrètement, ce que je vous ai dit, c'est commencer à vraiment réfléchir sur ce que vous manipulez. En pratique, ça veut dire la prochaine fois que vous avez quelque chose à faire, plutôt que de chercher directement dans Google la réponse sur Stack Overflow et de faire un copier-coller, vous prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans le terminal. Est-ce que je suis en train de manipuler des classes? Est-ce que je suis en train d'instancier? Est-ce que je suis en train de faire du fonctionnel, du récursif, appeler des méthodes, communiquer avec la base de données, communiquer avec le browser? Voilà. Vraiment se forcer à dire « Ok, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là » et essayer de décomposer jusqu'à son plus bas niveau. Un autre truc qui va énormément aider pour step up, ça va être lire le code des autres. Surtout des devs les plus expérimentés que vous. Alors, vous n'en avez pas forcément sous la main. Dans ce cas-là, allez lire le code de vos libres préférés ou des gemmes et des choses comme ça. Surtout si elles sont un peu connues, c'est qu'elles sont probablement bien codées. Ça va vous permettre de comprendre à la fois comment ils ont fait, comment ils ont choisi d'organiser leur code, ce qui est vraiment très important. Et en fait, le but, c'est de passer d'une compréhension qui est « oh là là, c'est compliqué, tout ça » à « ah ouais, ok, je vois ce qu'ils ont fait, je vois quel design pattern ils ont utilisé, je vois quelles problématiques ils ont eu. » N'essayez pas de tout comprendre. Moi-même, je comprends certainement pas tout dans une lib. Si vous avez à piger 50% de ce qui se passe, c'est déjà top. Et en fait, au fur et à mesure que vous ferez ça, vous serez capable justement de voir les moments où ils ont fait ces compromis, où ils n'ont pas eu de temps, et peut-être même que c'est là où vous allez pouvoir évoluer jusqu'au stade de « ah tiens, moi j'aurais fait différemment ». Et si ça se trouve, en fait, c'est juste que ils n'ont pas eu le temps, et dans ce cas-là, bienvenue dans le monde de l'open source. Vous y serez accueillis à bras ouverts. Et en plus, en général, quand on fait ça, on trouve des easter eggs, et c'est toujours sympa.
Enfin, ce qui peut énormément aider, c'est d'obtenir des feedbacks, de pas continuer à coder uniquement dans son coin. C'est important parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on fait mal. On a besoin que quelqu'un nous pointe dans la bonne direction. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un de plus expérimenté qui accepte de review votre code et de vous donner des avis, c'est inestimable. On est une communauté qui a l'entraide plutôt facile. Donc, vous trouverez assez facilement des gens qui accepteront de passer 5-10 minutes à jeter un œil à votre code si vous leur demandez poliment. Il y a aussi, il y a plein de communautés en ligne, hein. Il y a des Slack, il y a des Discord, il y a des chaînes Twitch, des chaînes YouTube, etc. Il y a des plateformes pour trouver des mentors. Donc vraiment, n'hésitez pas à les rejoindre, à vraiment pas rester dans votre coin. Et aussi à regarder les meet-up et à rencontrer les gens en vrai. Moi, c'est un truc que j'ai pas fait au début parce que je me sentais pas légitime. Je pensais que j'avais rien à foutre là-dedans parce que j'étais pas assez expérimentée. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que c'est important de connaître toutes sortes de devs qui ont d'autres parcours et d'autres connaissances et d'autres expertises. Et une fois que vous aurez réussi un peu à changer cet état d'esprit et à comprendre comment avoir ce réflexe, non pas juste d'utiliser et d'essayer de faire fonctionner, mais d'essayer de venir avec vos propres solutions et de comprendre comment fonctionnent les choses, si vous réussissez à franchir cette étape, grâce aux connaissances des bootcamps qui montrent quand même des cas super pratiques, qui montrent des outils super utilisés, qui vous enseignent un peu le pragmatisme, en fait, avec ces deux aspects, on a des profils qui sont super recherchés sur le marché du travail. Ensuite, ça pose quand même une question qui est en suspens, c'est est-ce que tout le monde peut devenir dev? La réponse la plus communément admise, c'est oui, tout le monde peut devenir développeur ou développeuse parce que par rapport à d'autres métiers, il n'y a pas besoin d'un diplôme, il n'y a pas besoin de passer le barreau comme pour devenir avocat. La réalité, c'est que c'est pas un métier facile. C'est qu'il va falloir être prêt à bosser et à apprendre pendant toute sa carrière, tant qu'on code, que c'est un métier où on a de la pression, où on fait des choses fatigantes, même si on est assis devant un ordinateur. En général, après 9 heures de code, on est un peu rincé, où on a un taux de burn-out assez élevé. Mais bon, peut-être que comme moi, vous faites partie de ces gens à qui ça plaît de devoir toujours un peu se remettre en danger, de devoir toujours dépasser ses compétences, de se renouveler. Et dans ce cas, vous avez probablement ce qu'il faut pour devenir dev, mais malgré tout, ça veut pas dire que votre premier job sera facile à trouver. Peut-être que le super job dans la startup de vos rêves, ça va être difficile et que surtout si vous sortez de bootcamp, que les entreprises vont pas vous ouvrir les portes de leur entretien directement. Du coup, alors déjà, il faut savoir, et tout le monde dans l'industrie vous le dira, que le premier job, c'est vraiment le plus difficile à obtenir. Faut réussir à mettre le pied dans la porte, et après ça va dérouler, ça va être beaucoup plus facile, vous allez vous faire chasser, la vie devient bien meilleure. Bon, si vous galérez à décrocher les entretiens dans ces boîtes-là qui vous font rêver, n'hésitez pas à tenter des boîtes moins glamour, peut-être moins modernes, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin de tech, et elles se savent moins attractives, et elles vont être prêtes davantage à passer du temps et des ressources pour vous former. Et c'est ça qu'il faut chercher en début de carrière, après une formation courte, c'est la formation. C'est le meilleur endroit pour se former. Et après, vous avez tout le reste de votre carrière pour aller bosser dans la startup qui vous fait rêver, ou la grosse big tech, ou je ne sais quoi. Après, peut-être que ma façon de décrire ce métier, ça vous parle pas plus que ça, parce que franchement, bosser comme des acharnés tout le temps, c'est un peu fatigant, et que peut-être que vous sentez pas que c'est pour vous, c'est parfaitement ok. Moi, souvent, je me demande si j'ai pas un grain à repartir de zéro aussi souvent. Ça veut pas dire que vous n'avez pas votre place dans la tech. En fait, dans ce qu'on fait, il y a plein d'autres métiers que software engineer qui vient avec des solutions complexes. Il y a des métiers qui sont l'intégration, il y a des métiers dans le low-code, dans la QA, développeur advocate.
technical support, en fait, c'est des métiers où il faut une connaissance, une culture du monde du développement, comprendre les enjeux, mais où il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances aussi poussées sur des features pour produire des features spécifiques. Et ça peut aussi être une super porte d'entrée pour les personnes qui sortent de bootcamp, qui n'ont pas encore les compétences adéquates pour produire du code à un niveau d'entreprise. Avec ce que j'ai dit, est-ce que du coup ça vaut quand même le coup d'aller en bootcamp? C'est une question qu'on pose souvent. Déjà clairement c'est pas la garantie de trouver un boulot facilement, ça c'est clair. Ça reste la meilleure façon pour certaines personnes de se mettre au développement. Vous allez me dire, aujourd'hui toutes les formations on les trouve en ligne. C'est vrai. À peu près tous les cours, tout ce que j'ai appris dans un bootcamp, je pouvais les trouver en ligne. Il y a aucun, et peut-être même mieux que ce qu'on me l'a expliqué, mais ça demande quand même d'être rigoureux, d'être appliqué, de tomber sur les bonnes ressources, de savoir s'accrocher, mais c'est tout à fait possible. Personnellement, moi, je me sentais pas capable d'apprendre tout ça toute seule, de rester motivée. Je prenais la décision de quitter mon boulot et j'avais besoin de me sentir engagée dans quelque chose et d'avoir ce cadre, avoir des profs à disposition, des camarades pour rester motivée. Donc c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que c'est vraiment une question de préférence. Et il y a des gens qui s'en tapent complètement d'avoir un cadre et surtout qui se disent mais je vais pas payer aussi cher pour une formation que je peux trouver gratos en ligne. Il y a aucun souci. Mais pour certaines personnes, c'est une aide. Il y a un point qui peut être utile sur les bootcamps par rapport à monter en compétences tout seul, c'est le réseau. C'est qu'il y a des alumni, il y a souvent des services pour vous aider à trouver un boulot, des choses comme ça. Encore une fois, peut-être que vous n'en avez pas besoin parce que tous vos potes sont déjà dans la tech, que vous connaissez plein de monde. Mais dans ce cas-là, franchement, ça vous servira sûrement à rien de faire un bootcamp. Mais pour beaucoup, ça va être plus simple de pouvoir passer avec le nom du bootcamp et les alumni pour trouver un premier métier. Donc là, je parle beaucoup bootcamp versus apprendre tout seul, restent les formations classiques. Et là, pour être tout à fait honnête, si aujourd'hui je pouvais remonter dans le temps et avoir un nouveau 18 ans, je pense que je choisirais quand même de faire une école d'informatique, une école d'ingénieur. Pas tellement pour le contenu, parce que je me suis quand même très bien démerdée sans, mais c'est parce que la réalité, ça reste, même dans notre milieu, qui est moins exigeant sur les diplômes, ça reste quand même vachement plus facile de démarrer sa carrière avec un joli nom d'école sur son CV. Mais malgré tout, c'est pas une condition sine qua non. On peut se débrouiller. Je connais plein de gens qui ont fait des super carrières. Je suis très contente de ma carrière sans avoir ce nom-là sur un diplôme. L'important, en fait, au-delà de quelle est la meilleure formation, c'est qu'est-ce qui va correspondre à vos contraintes de capacité d'apprentissage, d'argent et de temps. Des choses comme ça. Et pour un dernier point, je voudrais m'adresser aux recruteurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de préjugés parmi les recruteurs sur le fait d'embaucher des personnes aussi juniors, comme quoi ça va coûter cher et puis de toute façon ils savent rien faire. Je vous ai sûrement donné raison à certains points sur vos préjugés, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier dans les profils qui choisissent de faire des bootcamps, c'est que déjà ils ont appris des compétences très pragmatiques par rapport à des gens qui font des purs computer science, qui ont des connaissances abstraites. C'est une formation qui est courte mais intense. Donc, on est sur du 40 heures par semaine. Moi, quand je faisais des études, j'étais pas à 40 heures par semaine. C'est des profils qui savent apprendre. En tout cas, ceux qui choisissent de continuer dans la voie du dev. C'est des gens qui sont en reconversion, donc super motivés parce qu'on fait pas le choix d'arrêter sa carrière si on n'est pas complètement déterminé. Et surtout, c'est des profils qui apportent d'autres compétences par leur expérience passée. Et on sait, donc, une autre façon de réfléchir. Et on sait aujourd'hui que c'est ce genre de truc qui va nous amener des meilleures solutions. Si on fait du pair programming, c'est parce qu'on sait qu'avoir deux personnes avec une réflexion différente sur un problème, ça va nous aider à trouver la meilleure solution. Ajoutez à vos équipes des gens qui ont encore une autre façon d'aborder les problèmes, ça va vous aider à avoir une équipe qui produit des meilleures features, des meilleures solutions. Et enfin, le dernier point, c'est la diversité.
notre industrie manque vraiment de diversité. Si on regarde les profils d'écoles d'ingénieurs classiques, on retrouve des profils assez similaires. On sait qu'il y a un énorme manque de diversité dans ces écoles-là. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la diversité, elle se retrouve en se tournant vers des parcours plus différents que les parcours d'ingé. Et je vais pas vous expliquer pourquoi la diversité elle est importante en 2021. On sait que ça permet d'avoir une ambiance plus saine, des employés plus épanouis et donc une équipe plus productive, donc plus d'argent. Mais pour arriver à cette diversité, en fait, il faut un petit peu remettre de côté ces préjugés. Ça va être aussi se dire peut-être laisser une chance à des gens où on part du principe que 2 mois de formation, 3 mois de formation, c'est pas grand-chose. Ça vous pourra aussi vous apporter d'autres compétences, apporter d'autres choses à votre équipe et donc être intéressant pour tout le monde. Donc, que vous ayez fait un bootcamp, que vous hésitiez à en faire un ou à recruter les gens de bootcamp, j'espère que je vous ai donné d'autres pistes de réflexion sur cette formation et que ça vous aide à comprendre ce qu'on y apprend, ce qu'on n'y apprend pas, comment on peut dépasser ces mauvais réflexes. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et on a encore du temps pour répondre à des questions. Alors... j'ai 39 ans, je sors d'un bootcamp qui a commencé 1 an et demi et je bosse. Et félicitations, Jessica. C'est bien la preuve que on n'est pas tous au chômage après un bootcamp. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des emplois. Ce que je dis souvent, c'est que c'est une passion de coder. On l'a ou on l'a pas. Et en second, savoir expliquer ce qu'on a compris, car c'est un métier de partage. On n'est pas tous Mark Zuckerberg. C'est très vrai. Le on l'a ou on l'a pas, effectivement, c'est ce que je disais, parfois ça peut être votre truc, parfois ça ne l'est pas. Attendez, je vais repasser comme ça pour qu'on se voit. Et effectivement, le partage, savoir dire ce qu'on comprend, c'est super important. C'est vraiment pas une activité solitaire. Merci beaucoup, Keyword. Pour moi, pas besoin d'être passionné pour être dev. Alors, j'hésite à en faire un en Belgique. Pardon, je réponds à plusieurs personnes en même temps. Écoute, il y en a plein. Renseigne-toi bien. Tous les bootcamps ne se valent pas. Je suis pas rentrée dans ce détail, mais essaie de contacter les alumni. Pas besoin d'être passionné, c'est un bon point. Ça reste un métier. Il n'y a pas besoin d'être passionné et il faut faire un petit peu attention aux gens qui prônent la passion à tout prix parce que souvent... ça va un peu vous forcer à trop travailler par rapport à ce que vous êtes payé. Il faut d'abord faire attention à soi. Dès qu'on voit qu'on est junior, les CV ne sont pas toujours lus. Ouais, c'est la réalité en ce moment. Ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui sont frileux sur les juniors parce que effectivement, ce côté de mettre quelqu'un avec un niveau très faible, ça peut être un risque pour l'ensemble de la code base. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye de faire de la pédagogie et de montrer que non, il y a des gens très bien, mais il faut que ça aille dans les deux sens, quoi. Il faut aussi leur montrer ce qu'on vaut. Tu penses qu'il faut combien de temps en sortant de bootcamp ou de formation courte avant de trouver un boulot? Franchement, ça dépend. Moi, j'ai trouvé en 1 mois. Je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé. Je connais aussi des gens qui ont mis plus de 6 mois parce que ça dépend aussi des périodes, ça dépend dans quoi on cherche, ça dépend si on veut absolument être dans une start-up, ça dépend si on regarde vers les ESN, des choses comme ça. Il y a une différence entre bootcamp et piscine où j'ai loupé un épisode. Alors la piscine, c'est la partie... Alors je suis pas une experte de 42 et tout ça. La piscine, pour moi, c'est la partie super intensive au début de chaque année chez, corrigez-moi, Epitech, je les confonds toujours, je suis désolée. Mais en fait, après la piscine, normalement, tu continues tes études. Bootcamp, tu fais vraiment que ça. Tu penses quoi de la communication des bootcamps qui ont tendance à vendre du rêve? En tant que formateur et mentor, je vois passer beaucoup d'étudiants qui deviennent développeurs car c'est un travail alimentaire qui paye bien. Ouais, effectivement, ce que je disais, c'est que tous les bootcamps ne se valent pas et malheureusement, il y en a beaucoup. Première chose à savoir, c'est qu'un bootcamp, c'est une entreprise. Hein, c'est pas une école. Au départ, c'est quand même principalement une entreprise. Donc, ils essayent de vendre leur truc et il y a beaucoup de gens qui sont engouffrés dans cette mode. Et j'en vois passer qui disent job garanti, c'est assez hypocrite.
Donc, il faut bien se renseigner quand on fait un bootcamp sur c'est quoi en fait la réalité derrière et poser la question aux gens qui l'ont déjà fait. Pas besoin d'être passionné, c'est vrai, mais il faut quand même aimer taper des lignes de code au moins 35 heures sur le long terme, c'est pas si facile. Mais oui, les gens pensent qu'on fait un métier tranquille, mais pas du tout. Une fois qu'on a passé une journée entière sur un bug cryptique qui se reproduit pas de façon systématique, on sait que c'est pas un métier facile. À mon avis, il faut juste avoir une communauté. Ouais, c'est ce que je disais sur le fait que peut-être on n'a pas besoin de bootcamp. Si autour de soi, on a plein de gens pour s'entraider, pour dire « Ah tiens, j'ai trouvé telle formation » ou « Regarde tel truc », etc. Bah, le bootcamp n'est pas forcément nécessaire, mais on n'a pas tous autour de soi une armée de développeurs ou de développeuses. Tu nous conseilles quel bootcamp? Alors, je vais pas conseiller de bootcamp en particulier parce que déjà, je les connais pas tous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait le wagon. C'est ça qui m'a permis de trouver un boulot. C'est là où je donne des cours. C'est celle que je connais le mieux. Maintenant, je connais pas les autres formations, donc je vais pas vous faire un top 5. C'est un peu comme les écoles de commerce à l'époque. Ils devraient accompagner les élèves, mais la plupart sont plutôt en mode entreprise pour faire de l'argent. Mon grand drame, c'est que j'ai également fait une école de commerce. Donc j'aime bien donner beaucoup d'argent à des gens pour avoir un travail. Mais beaucoup de grandes écoles sont également des entreprises et n'ont pas toujours l'intérêt des élèves à cœur. Faut faire gaffe. T'as appris plus de web là-bas. C'était complètement web. En fait, généralement, les bootcamps font le choix de n'enseigner que le web, qui est un peu la dernière étape de ce que tu apprends en école d'informatique, où tu vas d'abord apprendre comment fonctionne la machine et à la fin, tu as le droit de faire du web. Là, tu vas directement dessus. Pourquoi j'ai pas mon super casque? Parce que normalement, Attendez. Normalement, je stream comme ça. Mais je me suis dit que pour une fois, j'allais essayer d'être prise au sérieux. Un diplôme reconnu est-il important dans le choix de la formation? Pour moi, il l'est pas. Pour beaucoup de recruteurs, il l'est. C'est peut-être très français, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas assez travaillé à l'étranger pour répondre, mais effectivement, je connais encore des recruteurs qui disent nous, on prend que les top A, je sais plus comment ils appellent ça, enfin en tout cas les top écoles d'ingénieurs de France. Je suis pas du tout d'accord avec cette approche, mais c'est vrai. Où peut-on te retrouver sur Twitch? Vous pouvez me retrouver sous le nom Dundusky. Je vous partagerai les liens à la fin, comme sur Twitter. Je fais quoi comme contenu? Je fais du live coding sur des projets perso ou parfois je fais des petits tests de technologie. Donc en général, c'est des trucs que je sais pas faire parce que ça m'intéresse pas de vous faire des démos de ce que je sais bien faire. Je trouve ça plus rigolo quand on galère tous ensemble. Je fais du live mentoring avec une jeune femme qui était là hier, Anna, qui pitchait pour son CV, où on l'aide dans sa recherche d'emploi. Et je fais aussi un Dev News où je passe en revue les actualités du monde du code. Il est très bien mon casque, mais oui, je suis très fière de mon casque. Est-ce que tu trouves pertinent les tests techniques pendant les recrutements? Question compliquée. Je pense qu'il faut un minimum de tests techniques parce que ça aide, ne serait-ce que pour des gens plus expérimentés, ça aide à savoir quel niveau ils ont, ce qui est intéressant quand il y a une grille de salaire avec des niveaux vraiment précis. Après, il y en a beaucoup qui sont pas utiles. Il y en a qui sont purement des katas, qui auront rien à voir avec la réalité du boulot. Ça, je suis vraiment pas pour. Mais par contre, si c'est un exercice de pair programming ou un exercice sur une feature qui existe, une vraie problématique de l'entreprise, c'est intéressant. Alors, je suis élève au lycée et je veux savoir que faire après pour devenir dev web. Ça dépend de comment tu te sens entre faire un parcours classique. Il y a la voie très classique de l'école d'ingénieur où on peut prendre des spécialités web. Il y a des écoles dédiées à l'informatique. Il y a des DUT, etc. Il y a après les bootcamps qui ont quand même un certain coût.
certaines grandes écoles aussi, et il y a la voie autodidacte. Mais il faut plus que toi, tu réfléchisses à ce qui te convient par rapport à où tu es à l'aise pour apprendre. Mais pas de problème, Julien. Alors, est-ce que quelqu'un peut le mettre dans le chat? J'ai pas accès au... Je peux pas écrire. Attendez. Mais je vous partagerai tout ça tout de suite et sur Discord et je crois que je peux partager des choses ici. Non, je mettrai en Discord. Ah, parfait. Merci, Graven. Et ça se prononce Dundusky. Voilà. Je tiens à m'excuser. Ah. Il a tenté d'apparaître. Alors, les bootcamps, c'est un cours d'essai. J'essaie de la traduire en simultané, cette phrase. Mais on doit d'abord avoir des connaissances de computer science. Et alors effectivement, donc CS50, c'est les cours classiques de computer science. C'est ce qui est souvent, en fait, c'est les connaissances qui manquent souvent aux personnes qui ont fait des bootcamps parce qu'on les voit pas du tout. Et effectivement, c'est un peu ce qui manque et ce qui va permettre de rentrer dans le milieu de dev. Je dirais pas non plus qu'il faut mettre ça sur un piédestal à tout prix. Tout n'est pas non plus super utile. Il y a des choses d'algorithmie ultra poussées qui seront utiles si vous faites du machine learning, si vous faites la prochaine voiture autonome, mais si vous faites de l'e-commerce, vous n'avez pas besoin d'être une brutasse de l'algo.